Assalamu alaikum. De Revolutionibus Orbium Celestem. De la révolution des orbes célestes. Bienvenue dans ma classroom. Bienvenue au royaume de France, au temps du siècle des Lumières. Je ne vais pas vous cacher, chers frères et sœurs, que ce qu'il y a d'épatant, ce qui m'a poussé à poursuivre cette aventure du siècle des Lumières avec vous, c'est que lors de ma précédente vidéo à Paris, je commençais justement à mentionner Denis Diderot. Le lendemain, ma mère me rappela que non, As, tu n'as pas connu la rue Daguerre. Ça, c'était au temps où ton père était encore étudiant et célibataire. Mais tu as plutôt connu la rue juste opposant, cette même rue piétonne, qui n'est autre que la rue d'Alembert, Paris, 1745. Le savant allemand Gottfried Cellus est en ville. Il souhaite rencontrer un certain Le Breton, un éditeur, afin de lui présenter un projet, celui de la traduction du Cyclopédia, un dictionnaire universel en langue anglaise. Le projet initial tourne court. L'idée est lancée. L'édition d'un dictionnaire universel des connaissances en tout domaine. Et ceci conçu au centre même de Paris. Il confie donc la direction de la rédaction de ce projet à un savant, l'abbé de Gouas de Malves, membre de l'Académie royale des sciences, ainsi que professeur du Collège de France. Lui-même s'entoure de deux collaborateurs, dont Jean Leron d'Alembert, il est aussi membre de l'Académie royale des sciences, ainsi que de Denis Diderot, un traducteur. Mais très vite, l'abbé quitte le projet. Denis Diderot ainsi que d'Alembert se voient accorder la lourde tâche de reprendre la direction de l'entreprise. Si les intentions des éditeurs étaient plutôt modestes, celles des deux nouveaux directeurs le sont beaucoup moins. Leur mot d'ordre, ne rien admettre sans preuve, inciter à la réflexion. Ambition, offrir les portes du savoir au plus grand nombre, faire triompher la raison, combattre l'obscurantisme et les superstitions. L'autonomie de l'individu est primordiale. La raison doit l'emporter sur tout ce qui peut altérer le jugement. Les philosophes étaient tels des phares dans la nuit, des lanternes de la connaissance émergeant des abîmes. Diderot en particulier remet en question, soulève des incohérences. En 1749, suite à une publication anonyme, Diderot se voit mettre en prison durant 3 mois à la prison de Vincennes. 1751, un premier volume sort des ateliers de Le Breton, le manifeste des Lumières. D'Alembert sait voir très clairement les ambitions de ses éditeurs. L'année suivante, en 1752, sort le 2e tome. Tout se passe sans accroc, jusqu'à ce qu'un abbé, un contributeur, émet une thèse expliquant rationnellement les guérisons miraculeuses de Jésus. Ce fut un scandale, un blasphème pour l'opposition. Il demande aussitôt au pouvoir d'interdire la publication de ce maudit ouvrage. Quiconque en possède voit excommuniquer. Le philosophe René Descartes est au point une méthode de raisonnement excluant de facto toute croyance et toute superstition. Place à l'esprit cartésien. Pragmatisme, vu que n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. La recherche de la vérité par la raison. C'est là que Jean Leron d'Alembert démissionne de son poste de directeur et se voit poursuivre tout en étant un simple collaborateur. Et là, en 1754, Voltaire, enthousiaste, rejoint le projet. 1757, un attentat a manqué contre le roi Louis XV ébranle l'opinion. Là, c'en est trop, Alembert démissionne. Mais ce sont dans ces heures les plus sombres qu'apparaît un allié, un soutien aussi puissant qu'inattendu. La censure est une limitation arbitraire de la liberté d'expression des individus. Celui du directeur de la censure en France, c'est de la responsabilité des censeurs royaux. Un censeur royal, Guillaume de Malesherbes. Rares sont les scientifiques et les philosophes y ayant échappé. Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, Helvétius. En ces temps, la censure était une machine à pétrifier, un rouleau compresseur qui ne laissait point pondre chez nos scientifiques, chez ces savants, le moindre répit afin qu'ils puissent avancer dans leur travail, dans leurs expérimentations. Diderot alors, entouré d'une petite poignée d'irréductibles, exhorte ses collaborateurs à ne pas céder de terrain à l'ennemi, ne pas abandonner le combat. Ce n'est qu'en 1762 que l'impératrice Catherine II de Russie invita Diderot à venir terminer son œuvre à la Riga, loin de la censure. Et là, seulement maintenant, apparaissent les premières lueurs de l'aurore. Un jour nouveau et son apparition. 1772, la fin de cette aventure de l'édition de l'encyclopédie. Il contient à lui seul pas moins de 28 volumes. 150 collaborateurs ont œuvré que cette œuvre puisse voir le jour. Et dans cette maudite aventure, parue dans les moments les plus cruciaux, le Chevalier Joucourt, qui est à lui seul à l'origine de 24% de ce chef-d'œuvre. Il aura à lui seul apporté 17 000 articles. Le monde ne récompense pas l'honnêteté et l'indépendance, mais il récompense l'obéissance et la servilité. Noam Chomsky. Ces esprits éclairés auront de cesse que d'égayer mes journées.